Tout d'abord, il faut bien comprendre une chose. Les gens ont tendance à confondre un roi démon et un véritable roi démon dans l'univers de Tensura alors que c'est loin d'être la même chose. Gardez bien ça en tête. Cette nouvelle vidéo va clairement vous décoiffer, alors installez-vous bien, savourez jusqu'au bout et ne ratez surtout pas une seule miette. Dans l'univers foisonnant et captivant de Tensei Shitara Slime d'Ataken, les rois démons se dressent comme des figures titanesques, des entités si puissantes que leur simple mention suffit à faire trembler les cœurs les plus aguerris. Ces êtres d'exception, véritables piliers de puissance dans le monde créé par Fusée, incarnent la quintessence de la force et de l'autorité, mais leur nature est bien plus complexe qu'il n'y paraît. En effet, dans cet univers riche en intrigues et en évolution, les rois démons se divisent en plusieurs catégories, chacune marquée par des étapes précises et des implications profondes, tant sur le plan individuel que politique. Plongeons maintenant dans cette hiérarchie fascinante. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que les rois démons se déclinent en deux grandes étapes évolutives, définissant leur puissance et leur statut. La première étape, connue sous le nom de graine de roi démon, représente un palier initial, un potentiel brut qui n'attend que les conditions nécessaires pour éclore. Limul Tempest, notre protagoniste visqueux au charisme inégalé, atteint ce stade dès la première saison de l'animé, lorsqu'il absorbe l'âme de Gerudo Senior, le chef des orques, après la bataille contre l'armée des orques possédée par la compétence famine. Ce moment marque un tournant crucial dans son ascension car il pose les fondations de sa future grandeur. La graine de roi démon n'est pas un titre anodin. Elle désigne des individus dotés d'un potentiel exceptionnel, capables de bouleverser l'équilibre du monde s'ils parviennent à exploiter pleinement leurs capacités. Parmi les exemples notables de ce stade, on peut citer Clayman, manipulateur rusé et membre du Conseil des Rois Démons, Nazim, un antagoniste sournois des romans, ou encore Gradine, une figure issue du light novel dont l'ambition n'a d'égal que sa cruauté. Ces personnages, bien que puissants, restent des graines en attente de germination, des rois démons en devenir. Cependant, pour transcender cette condition et devenir un véritable roi démon, une étape autrement plus exigeante est nécessaire. Le Festival de la Moisson, ce rituel mystique, véritable catalyseur d'évolution, exige l'absorption de plus de 10 000 âmes humaines, un prix aussi macabre que monumental. Limul franchit ce cap dans la première moitié de la saison 2, après le massacre orchestré à Farmus, où il sacrifie les âmes des envahisseurs pour alimenter son ascension. Ce moment, chargé d'émotion et de gravité, voit Limul passer d'une simple graine à un véritable roi démon, une transformation qui s'accompagne d'une puissance écrasante et de la manifestation de Raphaël, son intelligence artificielle évoluée, qui deviendra plus tard un mana d'une puissance démesurée. Pour savoir comment Raphaël est devenu un mana capable de créer et de détruire des univers, veuillez regarder cette vidéo qui s'affiche à l'écran, mais bien entendu, après avoir terminé celle qui est courte actuellement. Ce n'est pas un simple bond en puissance. Le Festival de la Moisson est une métamorphose spirituelle et physique, un pacte avec les lois fondamentales du monde qui propulse l'individu dans une nouvelle sphère d'existence. Plus tard, dans le light novel, avant la Grande Guerre des Tenma, Limul parvient à élever l'ensemble de ses 12 seigneurs gardiens, les piliers de son armée, au rang de véritables rois démons. Même Gobuta, figure énigmatique, atteint ce niveau en fusionnant avec le roi démon Ranga, une union spectaculaire qui illustre l'ampleur des transformations possibles dans cet univers. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai déjà réalisé une vidéo entière sur la puissance de Gobuta et aussi une vidéo sur les 12 seigneurs gardiens de Limul. Donc vous savez quoi faire après avoir fini de regarder cette vidéo. Mais au-delà de ces étapes évolutives, il existe une catégorie encore plus exclusive, une élite parmi les élites, les rois démons reconnus. Ces figures légendaires ne se contentent pas d'une simple progression biologique ou spirituelle. Leur statut est un titre social, une reconnaissance officielle par leurs semblables et par les lois du monde. Dans toute l'histoire de Tensei Shitara Slime d'Ataken, qui s'étend sur plus de 20 milliards d'années, seuls 13 individus ont jamais porté ce titre prestigieux. Leur rareté n'est surpassée que par leur puissance incommensurable, capable de défier les cieux eux-mêmes. Ce n'est pas une question d'évolution ou d'accumulation de puissance, mais de légitimité, d'influence et de respect imposé par la force brute et la volonté indomptable. Pour comprendre l'ampleur de ce statut, remontons aux origines du monde, à une époque où le chaos primordial régnait,
bien avant la distinction entre le ciel et la terre, à l'aube des temps, une entité suprême, le grand esprit sacré, se divisa en deux forces opposées, la lumière et l'obscurité. De la lumière naquirent les 7 anges primordiaux, des êtres d'une pureté absolue, tandis que de l'ombre émergèrent les 7 démons primordiaux, incarnations du chaos et de la puissance brute. Pour info, j'ai réalisé une vidéo entière de 43 minutes sur les 7 démons primordiaux juste pour vous faire plaisir. Alors, allez la dévorer après avoir terminé cette vidéo. Parmi ces démons primordiaux se trouvait Guy Crimson, l'incarnation du rouge, une entité née dans les flammes de la création et animée par une soif insatiable de domination. Dans les profondeurs de l'Underworld, le royaume infernal où les primordiaux s'affrontaient pour établir leur suprématie, Guy se distingua rapidement. Les combats incessants entre ces entités immortelles étaient d'une violence inouïe, chaque coup résonnant comme un écho de l'éternité. Guy, avec une force et une ruse inégalées, triompha de Misery la Verte et de Rein la Bleue, 2 de ses rivaux primordiaux. Cette victoire n'était pas anodine. Dans l'Underworld, la défaite ne signifiait pas la mort définitive, mais la soumission. Les primordiaux vaincus ressuscitaient sous le commandement du vainqueur, liés par un pacte mystique. Ainsi, Misery et Rein devinrent les fidèles serviteurs de Guy, marquant le début de son règne incontesté. Cette découverte changea la dynamique des primordiaux. Conscients de leur immortalité et des conséquences de la défaite, ils entrèrent dans une sorte de statu quo, évitant les affrontements directs pour préserver leur autonomie. Pour résumer, ils ont compris que c'était Rouge le boss, sauf Diablo qui faisait jeu égal avec lui, bien entendu. L'histoire de Guy prit un tournant décisif lorsqu'il fut invoqué dans le monde cardinal, le royaume des humains, par un grand sorcier ambitieux. Chargé de détruire des nations ennemies en tant qu'archidémon, Guy accomplit cette tâche avec une facilité déconcertante, écrasant des millions d'âmes et déclenchant un festival de la moisson qui le propulsa au rang de véritable roi démon. Mais Guy, fidèle à sa nature indomptable, ne se contenta pas de servir ses invocateurs. Dans un acte de défi, il massacra ceux qu'il avait appelés, affirmant son indépendance et son mépris pour les mortels qui osaient le manipuler. C'est alors qu'il croisa la route de Veldanava, le dragon créateur, une entité d'une puissance si colossale qu'elle transcendait toute compréhension. Guy, avec son arrogance légendaire, défia Veldanava, mais fut rapidement vaincu. Pourtant, au lieu de devenir son serviteur, Guy trouva en Veldanava un égal, un frère d'armes. Leur combat scella une amitié improbable. Et Veldanava, impressionné par la ténacité de Guy, lui octroya le rôle d'arbitre, le premier roi démon reconnu, chargé de maintenir l'équilibre du monde. De plus, Guy acquit la compétence unique Orgueil, une manifestation de son ego indomptable, qui allait bientôt évoluer en une arme encore plus redoutable. L'histoire de Guy ne s'arrête pas là. Ses exploits attirèrent l'attention de Velzar, la dragonne de givre, l'une des 4 véritables dragons et la sœur aînée de Veldora, jalouse de l'audace de Guy, qui avait osé défier son créateur, et frère, Velzar, l'affronta dans une série de combats titanesques. Ces duels, qui s'étendirent sur des jours, étaient d'une intensité telle qu'ils auraient pu réduire des continents entiers en cendres. Ce duel était si intense qu'il a dévié la planète entière de son axe de rotation. Pourtant, aucun des deux ne parvint à prendre l'ascendant, leurs forces s'équilibrant dans un équilibre parfait. À cette époque, Guy était déjà capable de rivaliser avec Velzar, la deuxième entité la plus puissante de tout le multivers, et aussi parmi les véritables dragons, une prouesse d'autant plus impressionnante que Velzar dominait sans effort son frère Veldora, le réduisant à néant d'un seul coup pour lui enseigner l'humilité. Donc, pour vous donner une idée, Veldora est juste là, et Guy, lui, se retrouve ce niveau. De ces affrontements naquit une récompense inattendue. La compétence unique Orgueil de Guy évolua en la compétence ultime Lucifer, une puissance si dévastatrice qu'elle le plaça au sommet de la hiérarchie des primordiaux. Mais ce n'était pas tout. Les combats incessants avec Velzar firent naître une connexion inattendue. Impressionné par la détermination et le charisme de Guy, Velzar, la dragonne de givre, décida de s'allier à lui, devenant son allié la plus proche, et, selon certains, bien plus que cela. Ensemble, ils s'installèrent sur le continent gelé, où Guy poursuivit sa mission d'arbitre, détruisant des nations entières pour maintenir l'équilibre du monde, tandis que Velzar veillait à ses côtés, une partenaire aussi redoutable que fidèle. Le rôle de Guy Crimson, en tant qu'arbitre, ne se limitait pas à une simple gestion des conflits cosmiques, il était le gardien d'un équilibre précaire, dans un monde où l'humanité, fidèle à sa nature belliqueuse, semblait déterminée à s'autodétruire.
Veldanava, le dragon créateur, souhaitait préserver le monde cardinal de l'annihilation, mais les humains, avec leur penchant pour la guerre et le chaos, menaçaient constamment cette harmonie. Guy, investi de son titre d'arbitre, devint alors la figure que l'humanité percevait comme le grand méchant, un roi démon terrifiant dont le nom seul suffisait à inspirer la crainte. Pour maintenir l'ordre et empêcher les populations de sombrer dans la complaisance, Guy n'hésitait pas à faucher des millions d'âmes de temps à autre, un acte aussi cruel que stratégique, destiné à rappeler aux mortels leur place dans l'échiquier cosmique. Ces massacres, bien que brutaux, étaient calculés, visant à réguler la croissance démographique et à prévenir une escalade incontrôlable des conflits humains. Pourtant, malgré sa position de roi démon le plus puissant de son époque, du moins jusqu'à l'arrivée de l'Imul Tempest, la puissance de Guy n'était pas infinie. Selon le système de mesure introduit par l'auteur Fouzé dans le volume 6 de Light Novel, Guy possède une valeur d'existence ou existence point de 40 millions. Ce système, qui remplace les estimations floues des volumes précédents où la force était mesurée de manière aussi vague que celui-là vaut 5 Clayman, celui-ci 3 Clayman, évalue l'aptitude au combat d'un individu en tenant compte de son énergie magique, de sa puissance sacrée, de son aura et d'autres facteurs. Cependant, la valeur d'existence n'est qu'une approximation, car il ne prend pas en compte des éléments cruciaux comme l'intelligence tactique ou l'utilisation des compétences ultimes. Malgré cette limitation, Guy reste une entité d'une puissance colossale, capable de résister à des effets aussi dévastateurs que la nullification d'énergie magique, un debuff ultime que même les démons primordiaux redoutent. Son arsenal magique est tout aussi impressionnant. Il maîtrise la magie spatiale, manipule le feu avec une précision mortelle et excelle dans la magie nucléaire, une compétence terrifiante qui lui permet de générer des radiations capables de muter et de désintégrer lentement ses adversaires, les condamnant à une agonie inexorable. L'un des faits d'armes les plus spectaculaires de Guy, révélé dans le volume 6, est sa capacité à interagir avec Chronoa dans un arrêt du temps, une prouesse qui défie les lois fondamentales du monde. Résister à un arrêt du temps implique d'être une forme de vie numérique et aussi d'avoir une maîtrise des particules d'information, les briques élémentaires de la création elle-même. Pour contextualiser, même l'Imul, malgré toute sa puissance, a failli succomber face à Michael dans le volume 19, incapable de contrer un arrêt du temps avant de devenir une entité virtuelle ou numérique. Cette capacité place Guy dans une ligue à part, un être dont les limites semblent insondables. Pourtant, son pouvoir reste entouré de mystères. Bien que nous sachions qu'il a affronté des adversaires légendaires comme Diablo, son rival de toujours, le premier héros Rudra, Veldanava et même Velzar, avec laquelle il s'est battu pendant 3 volumes entiers, les détails de ces combats restent frustrants d'élusifs. Les récits de ces affrontements titanesques sont souvent mentionnés sans être montrés, laissant les fans dans l'attente de voir l'étendue réelle de la compétence ultime Lucifer. On peut espérer que le prochain volume, où Guy et d'autres devront unir leurs forces contre le redoutable dragon maléfique Ivarage, révélera enfin les secrets de cette compétence légendaire. Cependant, même pour un être aussi puissant que Guy, le rôle d'arbitre devint monotone au fil des millénaires. Lassé de réguler seul le chaos du monde, il conçut un système ingénieux pour déléguer cette tâche, le Conseil des Rois Démons, instauré il y a plus de 2000 ans. La première à rejoindre ce conseil fut Milim Nava, la fille de Veldanava, une figure aussi adorable que terrifiante. Ne vous laissez pas tromper par son apparence juvénile. Milim est une dragonoïde, un hybride dragon-humain doté d'une puissance capable de déchirer des mondes entiers. Née il y a 2 millénaires dans l'ancien royaume de Nazca, aujourd'hui l'Empire de l'Est, une superpuissance militaire stoppée bien plus tard par la nation de Tempest, Milim était une princesse choyée, vivant une existence relativement paisible aux côtés de ses parents et de son frère, Gaïa, un dragon d'une pureté rare, mais cette idylle fut brisée par une tragédie. Lorsque ses parents disparurent, Milim se retrouva seule avec Gaïa. La situation s'aggrava lorsque les elfes de Soma, avides de s'approprier la puissance de Milim, envahirent son foyer. Dans un acte de sacrifice ultime, Gaïa donna sa vie pour protéger sa sœur, plongeant Milim dans un abîme de chagrin et de rage. Consumée par la douleur, elle perdit toute retenue et se lança dans une croisade destructrice contre le royaume des elfes, annihilant tout sur son passage. En massacrant des centaines de milliers d'âmes, Milim déclencha un festival de la moisson, achevant son ascension en tant que véritable roi démon.
Il est important de noter que, même parmi les véritables rois démons, il existe une hiérarchie. Ceux qui, comme Milim, absorbent bien plus de 10 000 âmes avant leur festival, sont considérablement plus puissants que ceux qui atteignent tout juste ce seuil. Une fois le festival terminé, tuer davantage ne confère plus de puissance, sauf pour Limul bien sûr, qui semble défier toutes les règles avec une aisance déconcertante. Au cours de ce processus, Milim, dans un élan de désespoir, ramena Gaïa à la vie. Mais l'entité qui revint n'était plus le dragon pur d'autrefois. Corrompu par la rage de Milim, Gaïa devint un dragon du chaos, une créature dévastatrice qui sema la terreur sous les ordres de sa sœur. La fureur de Milim était si incontrôlable qu'elle menaça de détruire l'ensemble du monde cardinal. Guy Crimson, en tant qu'arbitre, dut intervenir. Leur affrontement, une bataille épique qui dura 7 jours et 7 nuits, ébranla les cieux et la terre. Ce n'est que, avec l'intervention de Lamilis, la reine des fées, que la rage de Milim fut apaisée, au prix de la pureté de cette dernière. Consciente des ravages qu'elle avait causés, Milim fut submergée par le remords, elle scella Gaïa pour empêcher d'autres destructions et s'engagea à réparer ses erreurs. C'est dans ce contexte que Guy, Lamilis et Milim fondèrent officiellement le Conseil des Rois Démons, une institution visant à réguler les forces destructrices du monde et à maintenir un semblant d'ordre. Milim, cherchant à expier ses fautes, se consacra à protéger les plus faibles, notamment les dragons seigneurs, et à aider ceux dans le besoin. Cependant, au fil des siècles, l'ennui s'installa. À seulement 2000 ans, Milim, qui par les standards draconiques est à peine une adolescente, ne trouvait plus de satisfaction que dans les combats contre des adversaires dignes d'elle. Tout changea lorsqu'elle rencontra Limul, avec qui elle forgea une amitié indéfectible, devenant des meilleurs inséparables. Avec une valeur d'existence minimale de 60 millions, Milim rivalise déjà avec des entités comme Velgrind et Velzar, les véritables dragons. Comme je l'ai dit plus tôt, Milim n'est pas un véritable dragon, mais plutôt un dragonoïde. Sa croissance n'est pas terminée, et sans l'existence de Limul, elle pourrait un jour devenir la force la plus dominante de l'univers. L'arsenal de Milim est tout aussi impressionnant que sa puissance brute. Héritière de son père Veldanava, elle maîtrise la magie du roi des étoiles, une compétence qui lui permet de manipuler les flammes noires, la foudre, et même de provoquer une destruction à volonté, comparable à la caille de Dragon Ball. De plus, elle possède la compétence ultime Satanael, le roi de la colère, une manifestation de sa rage dévastatrice. Cette combinaison d'héritage divin, de puissance brute et de potentiel illimité, fait de Milim une force de la nature, une étoile montante dont la légende ne fait que commencer. Parmi les capacités conférées par la compétence ultime Satanael, Milim Nava dispose de 2 atouts dévastateurs qui font d'elle une force de la nature. La première, réacteur générateur de magicules, est une compétence aussi terrifiante que fascinante, alimentée par la rage bouillonnante de Milim et son immense réserve de magicules. Lorsqu'elle active cette capacité, Milim absorbe les magicules environnantes, les fusionnant avec les siennes dans un processus comparable à une fusion nucléaire. Ce mécanisme lui permet d'accroître son énergie de manière exponentielle, sans jamais craindre l'épuisement, peu importe la quantité consommée. Cette endurance quasi infinie lui confère une résilience hors norme, lui permettant de combattre sans relâche, comme si le temps et la fatigue n'avaient aucune emprise sur elle. Cette puissance a d'ailleurs terrifié le roi des insectaires Zelanus dans le volume 20 du light novel, un adversaire pourtant redoutable, qui a ressenti la menace écrasante de Milim lorsqu'elle a déchaîné cette capacité. La seconde compétence, Stampede, est un mécanisme de défense aussi incontrôlable que destructeur. Lorsqu'elle est submergée par sa colère, Milim entre dans un état de frénésie où elle perd tout contrôle, devenant une tempête ambulante qui ravage tout sur son passage. Cette capacité, bien que rare, est d'une violence inouïe. Dans le volume 20 du light novel, Milim a déployé Stampede avec une telle intensité qu'elle a failli anéantir le royaume de Talion en un seul assaut. Il a fallu l'intervention conjointe de Guy Crimson et Limul Tempest, 2 des entités les plus puissantes du monde, pour la neutraliser et ramener un semblant de calme. Cet épisode illustre non seulement la dangerosité de Milim, mais aussi la profondeur de son lien avec Limul, capable de l'apaiser même dans ses moments les plus sombres. Le 3e membre à rejoindre le Conseil des Rois Démons est Lamilis, la reine des esprits, une figure dont l'apparence frêle et espiègle dissimule un potentiel titanesque. Ne vous y trompez pas, bien que sa valeur d'existence ne s'élève qu'à 200 000, le plus faible parmi les rois démons,
à tel point que Clayman équivaut à 4 la milice en termes de puissance brute, la milice est une entité d'une importance cosmique. En tant que reine des esprits et guide des héros, elle joue un rôle crucial dans l'équilibre du monde, agissant comme un pilier de stabilité face au chaos des rois démons. C'est elle qui, par le passé, a libéré Milim de sa rage destructrice en absorbant l'aura maléfique qui l'empoisonnait, un acte héroïque qui a eu un coup terrible. La milice a été corrompue, perdant une grande partie de sa puissance et se retrouvant piégée dans une forme affaiblie, loin de sa gloire originelle. Cette corruption s'est manifestée lorsqu'elle a affronté Léon Cromwell, un futur roi démon qui s'est aventuré dans le royaume des esprits où résidait la milice. Malgré ses talents de manipulation spirituelle, la milice n'a pas pu influencer Léon, dont la volonté de fer a résisté à ses pouvoirs. Dans une tentative désespérée, elle a créé un golem pour le vaincre, mais Léon l'a emporté, la soumettant à son autorité. Cet événement a conduit la milice à enseigner à Léon l'art d'invoquer des esprits, un savoir qui a plus tard joué un rôle clé dans l'histoire de Shizu et de l'esprit du feu Ifrit. Cependant, sous-estimer la milice serait une grave erreur. En tant que reine des esprits, elle maîtrise toutes les formes de magie spirituelle, lui permettant de contrôler les pensées et les émotions de ses adversaires grâce à une domination spirituelle. De plus, sa compétence unique Small World lui confère un pouvoir quasi divin. Elle peut créer un labyrinthe où elle règne en maître absolu, ignorant les lois de l'univers. Dans cet espace, la milice est une déesse capable de manipuler la réalité à sa guise. Dans la saison 3 de l'anime, la milice, jalouse du lien entre Milim et Limu, la tempeste, décide de s'installer près de la ville. Dans un élan théâtral, elle construit une cabane délabrée à la frontière de Tempeste, jouant la carte de la sans-abri pour attirer l'attention. Mais Limul, toujours aussi perspicace, voit une opportunité. Il propose à la milice d'utiliser sa compétence Small World pour créer un labyrinthe de 100 étages, un défi pour les aventuriers qui doivent acheter des bracelets de résurrection et autres équipements pour accéder aux trésors qu'il renferme. Ce labyrinthe, d'une échelle colossale, devient un atout stratégique pour Tempest. Lors de la guerre contre l'Empire de l'Est, la ville entière est téléportée à l'intérieur pour être protégée, et près d'1 million de soldats ennemis s'y engouffrent sans difficulté. Ce succès est en grande partie dû à Veldora, posté au 100e étage, qui déploie toute sa puissance magique pour générer des matériaux précieux et des monstres, transformant le labyrinthe en une mine d'or pour Tempest. Grâce à cette entreprise, la nation amasse des milliards, tandis que la milice, ironiquement, ne touche qu'une pièce d'or par mois, l'équivalent d'environ 1000 $. Une véritable arnaque pour une reine des esprits. Mais cette forme affaiblie de la milice n'est qu'une ombre de sa véritable puissance. Sa corruption, causée par l'absorption de l'aura maléfique de Milim, l'a forcée à adopter cette apparence chétive. Cependant, tout porte à croire que la milice retrouvera bientôt sa forme adulte, probablement dans le dernier volume du light novel, mais c'est juste une spéculation, alors venez pas m'attaquer si ça n'arrive pas. En tant que reine des esprits, elle commande les esprits élémentaires, qui représentent les fondations du monde physique, les esprits du feu pour les flammes, les esprits de l'espace pour la manipulation spatiale, et même l'insondable esprit du temps, le plus puissant de tous. Actuellement, son contrôle est limité à l'intérieur de son labyrinthe, mais une fois libérée de sa forme corrompue, la milice pourra étendre son autorité au monde extérieur en invoquant et en manipulant ses esprits par la seule force de sa pensée. Elle pourrait remodeler la réalité elle-même, la plaçant au même niveau que les anges primordiaux ou même Limul. Une telle transformation ferait d'elle l'une des entités les plus redoutables de l'univers. Le 4e membre du Conseil des Rois Démons est Dagruel le Géant, une figure dont l'histoire, bien que moins détaillée dans le light novel, est empreinte de mystère et de puissance brute. Les informations canoniques sur Dagruel sont fragmentaires, mais en combinant les éléments du light novel et du web novel, on peut esquisser un portrait fascinant. À l'aube du monde cardinal, lorsque de nouvelles divinités émergeaient pour incarner les aspects fondamentaux de l'existence, un titan sacré naquit pour représenter la fureur de la Terre elle-même. Ce n'était pas un individu, mais une entité collective. Un Ashura à 3 têtes et 6 bras, une créature d'une puissance si écrasante qu'elle pouvait soumettre des continents entiers. Chaque pas de cette entité faisait trembler la Terre, comme si le monde lui-même craignait sa colère. Incapable d'utiliser des compétences ou de la magie, l'Ashura était néanmoins immunisé à toutes les formes de magie et de compétences, incarnant la force brute à l'état pur, un mélange dévastateur de puissance physique
et d'indomptabilité. Ce titan croisa la route de Veldanava, le dragon stellaire, son père cosmique. Animé par l'ambition de surpasser son créateur, l'Ashura défia Veldanava, mais fut rapidement vaincu, comme tous ceux qui osaient s'opposer au dragon créateur. Incapable d'accepter la défaite, le titan entra dans une rage destructrice, menaçant de ravager le monde cardinal. Pour préserver l'équilibre, Veldanava scinda l'Ashura en 3 entités distinctes. Dagruel, l'aîné, doté d'une sagesse profonde, Glassor, le cadet, le moins puissant mais le plus habile. Le plus jeune, Fen, était le plus indomptable, un esprit sauvage dépourvu de la puissance brute de ses aînés ou de leur finesse technique, mais animé par une fureur incontrôlable. Ces 3 frères, issus de la même essence, allaient façonner l'histoire de Dagruel, dont le combat contre Veldora, dans le volume 22 du light novel, promet des rebondissements. Lorsque Veldanava invita les 3 frères à le servir et à cesser leur ravage, Dagruel et Glassord acceptèrent, reconnaissant la supériorité du dragon créateur. Fen, en revanche, refusa de plier le genou. Dans un élan d'arrogance, il défia à nouveau Veldanava, malgré l'échec cuisant des 3 frères réunis face à lui. Cette audace fut rapidement punie. Veldanava emprisonna Fen dans la tour du ciel, scellée par les chaînes divines, une prison mystique d'une solidité absolue. Dagruel, en tant qu'aîné, fut nommé roi des terres entourant la tour du ciel, chargé de surveiller Fen et de protéger les portes du royaume divin de Veldanava, une responsabilité aussi lourde qu'honorable. C'est à cette époque, il y a des dizaines, voire des millions d'années, que Dagruel forgea une amitié improbable avec Twilight Valentine, un être énigmatique dont l'histoire sera abordée plus en détail à travers sa fille, Luminus Valentin. Cette amitié, cependant, fut entachée par un drame. Il y a environ un millénaire, Luminus tua son père, Twilight, provoquant une fracture irréparable entre elle et Dagruel. Ce conflit, toujours vivace, continue de tendre leur relation au sein du Conseil des Rois Démons. Les malheurs de Dagruel ne s'arrêtèrent pas là. Il y a plus de 2000 ans, son territoire fut ravagé lors de l'affrontement titanesque entre Guy Crimson et Milim Nava, transformant ces terres fertiles en un désert aride où la nourriture devint rare. Cette dévastation attisa l'envie de Dagruel pour le territoire luxuriant de Luminus, exacerbant leur rivalité. C'est à ce moment que Guy, reconnaissant la puissance de Dagruel, l'invita à rejoindre le Conseil des Rois Démons, consolidant son statut parmi l'élite. Dagruel, malgré son absence de compétence ultime, est une force brute d'une rare intensité, capable de rivaliser avec Veldora, le dragon des ouragans, l'un des 4 véritables dragons. Leur rivalité, qui s'étend sur des éons, est légendaire, et le fait que Dagruel puisse tenir tête à un vrai dragon sans compétence magique témoigne de sa puissance physique écrasante. Son arme principale est le haki de l'armement, une aura positive pure qui recouvre son corps, neutralisant et saturant toute magie dirigée contre lui. Même le sortilège dévastateur bannissement du néant, utilisé par la primordiale violette Ultima, est inefficace face à cette capacité qui annule la magie avec une facilité déconcertante. Avec une valeur d'existence d'environ 8 millions, Dagruel peut sembler en retrait par rapport à des titans comme Guy ou Milim, mais sa maîtrise de l'arrêt du temps le rend redoutable. Cette capacité, qui nécessite une compréhension des particules d'information, lui aurait permis de vaincre Limul lui-même avant que ce dernier n'atteigne son statut d'entité virtuelle dans le volume 19. Dans le volume 18, la libération de Fen de la Tour du Ciel marque un tournant dramatique pour Dagruel. Sous l'influence de son frère, un interrupteur s'enclenche en lui, laissant ses instincts primaires prendre le dessus. Dagruel abandonne le Conseil des Rois Démons pour rejoindre l'ange primordial Feldway, qui cherche à ressusciter Veldanava. Animé par un désir de devenir le tueur de dieux, un rôle qui ne peut être accompli qu'une fois Veldanava ressuscité, Dagruel se lance dans une bataille féroce contre Shion et Luminus. Sa puissance est telle qu'il tue Shion à répétition des centaines de fois avec une aisance terrifiante grâce à son arrêt du temps. Pour contrer cette menace, Veldora est appelée à la rescousse, ravivant leur rivalité éternelle. Si, par le passé, les deux étaient à égalité, l'éveil de la compétence ultime fausse par Veldora pourrait lui donner l'avantage, lui permettant de triompher dans un éclat digne d'un Kamehameha cosmique. Je vais laisser cet affrontement pour une autre vidéo.
Les 5e et 6e membres du Conseil des Rois Démons sont Luminus Valentin et Roi Valentin, deux figures intimement liées à une histoire vieille de plus de 8000 ans. Tout commence avec Twilight Valentine, le premier ancêtre, un être quasi mythique qui créa les humains, les demi-humains, les vampires et plusieurs autres races. Véritable incarnation du trope du savant fou, Twilight considérait Luminus comme son chef-d'œuvre. Cependant, Luminus, dans un acte de rébellion et d'affirmation de sa liberté, tua son créateur, démontrant ainsi sa puissance et prenant le contrôle des vampires. Cet acte ne fut pas seulement un meurtre, mais une déclaration d'indépendance marquant le début de son règne. Peu après, elle affronta un autre vampire, Valentin, qui menaçait l'unité de son peuple. Après l'avoir vaincu, Luminus scinda son essence en deux entités, Roi et Louis, qui devinrent ses subordonnés dévoués, la vénérant comme une divinité. Des millénaires plus tard, Luminus fonda la capitale Night Rose, un havre pour les vampires et leurs sujets humains, où elle veillait à maintenir le bonheur de la population. Car, comme tout vampire le sait, un humain heureux est bien plus savoureux. Cependant, cette harmonie fut brisée lorsque Veldora, dans un élan de destruction, ravagea Night Rose, heureusement. Une intervention providentielle de Chronoa, la héroïne, voyageant dans le temps, avertit Luminus juste avant la catastrophe, évitant un massacre. Pour clarifier, la Chronoa vue dans l'épisode 8 de la saison 3, emprisonnée dans le sous-sol de Luminus, est en réalité une version complexe de la héroïne. Il s'agit de la conscience future de Hinata, envoyée 2000 ans dans le passé aux côtés de la jeune Chloé, qui a grandi et s'est retrouvée piégée dans des boucles temporelles répétées des milliers de fois, jusqu'à ce que l'Imul les aide à briser ce cycle. Cette intrigue, d'une complexité fascinante, mérite une explication à part entière, et c'est pour cela que j'ai réalisé une vidéo complète sur le sujet pour votre bonheur. Alors, vous savez quoi faire après avoir fini de regarder cette vidéo. Mais, dans la timeline actuelle, Luminus forge une amitié profonde avec les âmes de Chloé et Hinata, toutes deux résidant dans le corps de Chloé. Après la destruction de Night Rose, Luminus fonda l'Empire sacré de Ruberios, avec Louis comme empereur officiel et Roy comme représentant au Conseil des Rois Démons. Cependant, Roy fut finalement tuée par la place, forçant Luminus à assumer elle-même le titre de Roi Démon au sein de l'Octogramme, la nouvelle configuration du Conseil. L'ascension de l'Imul compliqua davantage les choses. La religion instaurée par Luminus, qui considérait les monstres comme des entités maléfiques, entra en conflit avec la vision égalitaire de Tempest, bien que Luminus, avec sa puissance écrasante, aurait pu réformer cette doctrine des fanatiques au sein de l'Église, comme les clergés des 7 jours orchestrèrent un coup d'État raté, révélant les tensions internes de son empire. Luminus Valentin, avec sa puissance et son charisme, intervint rapidement pour rétablir l'ordre dans son empire face à la tentative de coup d'État des fanatiques. Elle sauva notamment Hinata, surnommée Donut, par certains en raison de cette scène, j'imagine, en utilisant ses talents de guérison. Charmé par la culture vibrante de Tempest, où la nourriture, la musique et l'esprit d'innovation prospéraient, Luminus forgea une alliance solide avec l'Imul Tempest, unissant leurs territoires par un lien d'amitié et de respect mutuel. Dans le light novel, la véritable étendue de la puissance de Luminus se révèle, faisant d'elle une entité quasi divine. Elle maîtrise un arsenal impressionnant. La magie de lumière, la magie de restauration, la magie spatiale, la magie de guérison et surtout la magie sacrée, une force si puissante qu'elle la propulse au rang de déesse. Cette magie tire sa force de la foi que lui portent ses fidèles. Et comme Luminus est vénéré par presque toutes les nations de l'Ouest, son pouvoir de désintégration sacrée est d'une efficacité terrifiante, capable d'annihiler ses ennemis en un instant. Avec une valeur d'existence de 5 millions, Luminus est déjà redoutable, mais ses deux armes de classe divine amplifient encore sa puissance. Ces artefacts lui permettent de prendre une forme d'entité virtuelle, lui conférant la capacité de combattre même dans l'arrêt du temps de Dagruel, comme on le voit lors de leur combat. Elle peut également utiliser la bénédiction de la mort, une capacité cruelle qui tue sa cible pour la ressusciter immédiatement, un outil de torture psychologique ou, dans le cas de Shion,
une stratégie astucieuse pour épuiser Dagruel au combat, le 7e membre du Conseil des Rois Démons est Dino, un ange primordial déchu dont l'histoire est marquée par la tragédie et la rédemption. Autrefois, l'un des 7 anges primordiaux, Dino servait comme conseiller principal de Veldanava, le roi stellaire, et s'était distingué comme un épéiste d'exception. Chargé de surveiller l'humanité et de rapporter ses actions, il incarnait la loyauté absolue envers son maître. Mais la mort de Veldanava et de son épouse plongea Dino dans un désespoir profond, au point qu'il envisagea de détruire le monde entier dans un accès de chagrin. Parvenant à refréner cette impulsion destructrice, qu'il jugea futile, Dino scella volontairement une partie de ses pouvoirs, devenant un séraphin déchu. Malgré la perte de son titre et de son maître, il conserva son rôle d'observateur, suivant de loin Milim Nava, la fille de Veldanava. Incapable de l'accepter pleinement comme sa nouvelle maîtresse, il se contenta de veiller sur elle dans l'ombre, aidé par ses amis anges, Pico et Gracia, qui collectaient des informations sur le monde cardinal. Lors du combat légendaire entre Milim et Guy Crimson, Dino intervint discrètement pour empêcher Milim de détruire le monde, prouvant sa loyauté envers l'héritage de Veldanava. Lorsque le Conseil des Rois Démons fut créé, Dino rejoignit ses rangs, mais non sans une pointe d'opportunisme. Il s'installa dans le château de Guy et Velzar, profitant de leur hospitalité pour squatter confortablement. Plus récemment, il s'est établi à Tempest, où il profite de l'hospitalité de Limul, tout en effectuant des recherches occasionnelles. En réalité, Dino agit comme un espion pour Guy, observant les agissements de Limul. Cependant, il finit par s'attacher à la vie à Tempest, devenant un employé à part entière jusqu'à l'arrivée de Michael. Ce dernier, doté du pouvoir de soumettre quiconque, possède une compétence ultime de classe angélique, asservie Dino, qui porte la compétence ultime Belphégor, le roi de la paresse. Cette compétence lui confère une accélération de la pensée et la capacité d'hypnotiser ses adversaires jusqu'à la mort, comme il le fit sans effort contre Beretta. Mais lorsque Zégion, le 2e subordonné le plus puissant de Limul, le confronte, Dino échappe de justesse à la défaite, fuyant avec des blessures graves. Sous le contrôle de Michael, Dino trahit Limul et rejoint l'ennemi, libérant son plein potentiel avec une valeur d'existence de 6-8 millions. Cependant, sa véritable puissance reste un mystère, car il n'a jamais combattu à plein régime, surtout depuis que Belphégor a évolué en Astaroth, une compétence encore plus redoutable. Le 8e membre du conseil est Cagali, autrefois connu sous le nom de Kazalim, la Cursed Lord, une figure tragique dont l'histoire est empreinte de souffrance et de résilience. Il y a 2000 ans, Cagali était la princesse d'un royaume elfique prospère, connu plus tard comme les ruines de Soma dans l'époque de Limul. Enfant, elle endura des épreuves terribles sous l'emprise de son père, possédé par Jail, un serviteur de Twilight Valentine et l'un des premiers ancêtres des hauts humains. Devenu cruel, son père expérimenta sur Cagali, la tuant avant de la ressusciter en tant que Deathman, un être mort-vivant. Dans une tentative désespérée de sauver son père de sa corruption, Cagali fut transformé en homme par une malédiction, adoptant le nom de Kazalim. Mais les choses empirèrent. Son père, par ses actions insensées, provoqua la colère de Milim Nava en envahissant son foyer et en causant la mort de son frère Gaïa. Ce sacrilège entraîna la destruction quasi totale du royaume, ne laissant que quelques hauts elfes survivants, dont Kazalim. Déterminé à reconstruire sa nation perdue, Kazalim fonda la cité d'Amalita, capitale de la nation des marionnettes de Gistave, en s'appuyant sur les connaissances et technologies préservées de son ancien royaume. Elle utilisa également le sort de résurrection des corps, donnant vie à 3 Deathmen, Clayman, Footman et Ter. Cependant, son règne prit fin il y a 300 ans lorsque Léon Cromwell se proclama roi démon. Kazalim tenta de l'éliminer, non par hostilité, mais dans une manœuvre stratégique pour renforcer son influence au sein du Conseil des Rois Démons. Elle avait déjà recruté Carion et Frey, et espérait intégrer Léon de la même manière, mais Léon, motivé par son désir de retrouver son crush, une figure clé de son passé, refusa de se soumettre. Dans un combat acharné, il écrasa Kazalim, la réduisant à l'état d'esprit errant, son corps et sa conscience s'effritant peu à peu. 12 ans avant la réincarnation de Limul,
Kazalim rencontra Yuki Kagurazaka, partageant son corps avec lui. Plus tard, elle acquit un nouveau corps, celui d'une elfe féminine, marquant sa résurrection. En termes de puissance, Kazalim est impressionnante, rivalisant autrefois avec Roi Valentin. Dans l'arc actuel, sa valeur d'existence dépasse largement celui de roi, atteignant la classe des millions, faisant d'elle une force redoutable au sein de l'octogramme. Kagali, en tant que Kazalim, est une figure dont la puissance repose autant sur sa ruse que sur ses capacités surnaturelles. Ces deux compétences de magie mentale, domination démoniaque et malédiction de verrouillage, sont des outils terrifiants qui lui permettent de soumettre totalement l'esprit de ses victimes, les transformant en serviteurs dociles. Comme Clayman, elle excelle dans la nécromancie, capable de ressusciter des cadavres pour en faire des deathmen, des guerriers morts-vivants obéissant à ses ordres. Mais c'est sa compétence de création de golems qui se distingue particulièrement. Kagali peut invoquer une armée entière de golems, des constructs d'une puissance telle qu'il pourrait vaincre une graine de roi démon, surpassant ainsi, en théorie, un tiers des rois démons de cette liste. Cette capacité atteint son apogée lors de la Grande Guerre des Teinma, où elle crée une armée pour Feldway et ses alliés angéliques, démontrant l'étendue de son pouvoir stratégique. Son enchantement Ultima Gastia, le livre de la prophétie, est une évolution de sa compétence unique planificateur qui lui permet de planifier avec une précision redoutable pour garantir des résultats toujours avantageux. Plus impressionnant encore, Agastia lui confère la capacité de prédire l'avenir, un atout qui explique l'organisation méticuleuse de l'Alliance des clones modérée dirigée par Yuki Kagurazaka. Ce duo, avec pour objectif ultime la domination mondiale, manipule les événements à l'échelle globale, plaçant ses pions dans chaque recoin du monde. Le 9e membre du Conseil des Rois Démons est Carrion, le roi des bêtes, une figure dont l'ascension est intimement liée à la dernière grande guerre des Teinma, il y a 500 ans. Lors de ce conflit, où les anges ravagèrent le monde cardinal, Carrion s'éleva au-dessus de ses semblables, les bêtes, pour devenir un roi démon sous la recommandation de Kazalim et Milim Nava. Bien que son passé reste peu détaillé, Carrion est connu pour sa relation ambiguë avec Frey, la reine du ciel, un lien qui oscille entre complicité et tension. Initialement en désaccord avec Tempest, Carrion finit par tisser une amitié sincère avec Limul, marquée par un respect mutuel. Lors du Valpurgie, il orchestra une ruse magistrale en feignant sa mort aux mains de Milim, trompant Clayman et ses alliés, pour réapparaître sous un déguisement. Cependant, après avoir observé les combats titanesques entre Limul, Milim et Veldora, Carrion réalisa que son aura de roi démon était insuffisante, avec une valeur d'existence inférieure à 1 million à l'époque. Tout changea lorsqu'il devint un subordonné de Milim et absorba les âmes des membres détruits de l'escouade chimère de l'Empire de l'Est. Ce processus déclencha son éveil de roi démon, propulsant sa valeur d'existence à 7 millions à la fin du volume 15. Avant cette transformation, Carrion avait subi une défaite humiliante face à Gobuta et Ranga lors des finales du Festival de Tempest, révélant ses limites. Mais une fois éveillé, il devint une force redoutable, capable de rivaliser avec Benimaru, l'un des lieutenants les plus puissants de Limul. Sans la compétence ultime de Benimaru, Carrion, dans sa forme de bête royale, l'aurait surpassé grâce à ses techniques des arts mystiques, notamment rugissement de bête et rugissement d'éclat. Ses capacités lui permettent de transformer son corps en lumière pure, projetant une décharge d'énergie sous forme de canon à particules chargées, une attaque d'une puissance dévastatrice. À la 10e place, nous trouvons Frey, la reine du ciel, une ancienne roi démon, dont l'histoire est aussi tragique qu'inspirante. Née Harpie, une race divine issue de la lignée angélique, Frey tua sa propre mère pour s'emparer du titre de reine des Harpies, un acte qui marqua le début de son ascension. Nommée roi démon en même temps que Carrion, il y a 500 ans, Frey se distingua par son ambition insatiable, cherchant à combler l'écart de puissance avec les autres membres du Conseil. Ses exploits lui valurent une renommée mondiale, et elle fonda le royaume de Fulbrosia, une nation dominant les harpies et autres créatures ailées. Cependant, après avoir été témoin du Valpurgie, Frey réalisa qu'elle ne pouvait rivaliser avec les autres rois démons. Consciente de ses limites, elle choisit de se retirer du Conseil pour devenir une subordonnée de Milim,
assumant le rôle de secrétaire et de nounou officieuse, veillant sur la dragonoïde avec une loyauté indéfectible. Lors des événements du volume 15, Frey connut, elle aussi, un éveil de roi démon, aux côtés de Carion, augmentant sa valeur d'existence à 9 millions. Cette transformation renforça sa magie spatiale, lui permettant de bloquer ou de dévier les attaques magiques. Sa compétence réflexion d'écho lui permet de renvoyer les assauts de ses ennemis contre eux-mêmes, une défense redoutable. Équipé des griffes de Garuda, une arme de classe divine, Frey devint immunisée aux attaques de ses semblables, notamment sa sœur Nazim, qu'elle vainquit enfin. Actuellement, elle fait partie des 4 grands de Milim, aux côtés de Carion. Et sa puissance rivalise, voire surpasse, celle des 3 sœurs primordiales avant qu'elles ne reçoivent leur nom. Cette ascension fulgurante illustre la détermination de Frey à transcender ses origines. Enfin, à la 10e place, nous avons Clayman, le bouffon autoproclamé du Conseil, un roi démon dont l'ambition dépassait largement ses capacités. Créé par Kazalim en tant que Deathman, Clayman faisait partie de l'alliance des clowns modérés surnommés Crazy Pierrot. Malgré son statut de simple graine de roi démon, il fut intégré aux 10 grands rois démons il y a 300 ans, une manœuvre orchestrée par Kazalim pour accroître son influence au Conseil. Après la mort de sa maîtresse aux mains de Léon Cromwell, Clayman prit le contrôle de la capitale marionnette Gistave et des forces restantes de Kazalim. Déterminé à devenir un véritable roi démon, il élabora un plan machiavélique pour déclencher une guerre interespèces dans la grande forêt de Jura. Il commença par corrompre les orques, puis orchestra un conflit entre Tempest et Farmus, en collaboration avec l'église sacrée de l'Ouest et sous les ordres de Yuki Kagurazaka. Mais Clayman sous-estima gravement Limul, le protagoniste. Dès qu'il tenta de s'emparer des âmes de Tempest, son plan s'effondra et il fut écrasé sans ménagement. Malgré sa faiblesse physique par rapport aux autres clones, Clayman compensait par une intelligence tactique exceptionnelle, faisant de lui un manipulateur redoutable, mais insuffisant face à Limul. Si Limul Tempest n'avait pas été un facteur imprévisible dans les plans de Clayman, ce dernier aurait probablement réussi à absorber les 10 000 âmes nécessaires à son ascension en tant que véritable roi démon. Malgré son statut de bouffon autoproclamé, Clayman n'était pas dénué de ressources. Sa compétence principale, assaut marionnette, est une capacité redoutable qui lui permet de projeter des rayons d'énergie démoniaque marionnettistes, enserrant ses adversaires dans des liens invisibles qui les immobilisent complètement. Lors du Valpurgie, cette compétence a failli coûter cher à Shion, qui n'aurait eu aucune chance sans sa capacité à plier la réalité elle-même. Avec une valeur d'existence de 400 000, boostée à 700 000 après son éveil partiel, Clayman restait néanmoins largement inférieur aux autres rois démons. Cependant, il mérite une certaine indulgence. Il fut plus tard révélé qu'il était manipulé par Kondo, un agent de l'Empire de l'Est, ce qui explique ses décisions impulsives et précipitées qui conduisirent à sa chute lors du Valpurgie. À la 12e place, Léon Cromwell se distingue comme une figure qui a secoué le monde par son parcours exceptionnel. Autrefois héros, comme Hinata et Shizu, Léon est un autre mondien invoqué il y a 300 ans en compagnie de Chloé. Alors que Chloé fut immédiatement projetée dans le futur, Léon, désespéré de la retrouver, conclut un pacte avec l'élément de lumière, devenant un héros élu. Déterminé à suivre sa propre voie, il choisit de devenir un roi démon, marquant son ascension en éliminant Kazalim et en prenant sa place au Conseil des rois démons. Dans sa quête pour retrouver Chloé, Léon invoqua Shizu et permit à l'esprit Ifrit de la posséder, à la fois pour sauver sa vie et pour en faire un réceptacle spirituel. Ce choix, cependant, transforma Shizu en monstre et la conduisit à tuer son seul ami, brisant son cœur. Léon, incapable de gérer les conséquences, confia Shizu à la héroïne masquée, qui était en réalité Hinata de la boucle temporelle, résidant dans le corps de Chloé. Après son accession au rang de roi démon, Léon établit sa base à Eldorado, une nation qu'il dirige avec une efficacité impressionnante, au point que même Limul loue sa propreté et son organisation. Cependant, son territoire fut longtemps perturbé par la primordiale jaune, qui émergeait régulièrement du portail infernal pour semer le chaos avec sa magie nucléaire. Bien que Léon n'ait jamais vaincu Jaune, lui et ses subordonnés ont livré des batailles incessantes contre elle et sa famille. En termes de puissance, Léon maîtrise la compétence ultime Surya, le roi de la brillance,
une version améliorée de Métatron, qui purifie l'énergie. Avec Surya, Léon contrôle totalement les spiritrons, éliminant tout risque de dommages collatéraux. Il dispose également d'un arsenal varié, incluant la magie élémentaire, la magie d'invocation et la magie sacrée, avec notamment la technique effondrement sacré. Cette compétence crée un cercle magique tridimensionnel autour de Léon et de sa cible, où des rayons lumineux émanant de ses 36 paires d'ailes se réfléchissent sur les parois, remplissant l'espace d'une énergie annihilatrice. Cette attaque, d'une puissance 1000 fois supérieure à la désintégration qui avait autrefois tué Limul avant son ascension, garantit une destruction totale. Avec une valeur d'existence de 4 millions, Léon est l'un des personnages les plus puissants de la série. Mais une figure surpasse même Léon, Limul Tempest, le 13e membre du Conseil des Rois Démons, désormais connu sous le nom d'Octogramme. La réputation de Limul comme entité cheatée n'est plus à faire. Après son éveil de Roi Démon dans la saison 2, sa puissance le place au même niveau que Léon, qu'il surpasse même dans la saison 4 en le corrigeant pour ses actions envers Shizou. Au passage, je suis en train d'adapter la saison 4 actuellement sur ma chaîne et j'ai déjà produit 9 épisodes. Pour vous la faire courte, je compte adapter tout jusqu'au dernier volume, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Après son combat contre Hinata, où il maîtrise les spiritrons, Limul bat également Luminus, bien qu'il reste inférieur à Dagruel en raison de l'arrêt du temps, et ne puisse rivaliser avec un dino éveillé ou Milim. À ce stade, sa valeur d'existence oscille entre 3 et 4 millions, mais ses nombreuses compétences cheatées rendent ce chiffre presque anecdotique. La véritable apogée de sa puissance survient après son éveil lors de la guerre contre l'Empire de l'Est dans le volume 15, où il atteint des sommets inégalés, consolidant son statut de force dominante dans l'univers de Tensura. Pour en savoir plus sur sa puissance, veuillez regarder la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran.